Je suis Juliette Dargan. Depuis toute petite, j'aime écrire des histoires originales. Je suis aussi musicienne et chanteuse. J'ai imaginé 25 histoires de fantômes, de créatures ou rencontres paranormales. Elles sont basées sur des légendes urbaines ou des faits réels, souvent dans des lieux emblématiques ou très chargés spirituellement. Je vais vous emmener tout autour du monde, en immersion dans d'autres réalités, en mots et en musique. Alors installez-vous confortablement et suivez-moi pour découvrir mes rencontres surnaturelles. Vous écoutez Rencontres surnaturelles. Épisode 8. Les blessures éternelles. Quand je pense au passage du temps, à son aspect inexorable, je frissonne. Saisir toute la nature de ce concept me semble aussi démesuré que de contempler la réelle dimension matérielle de l'univers, qui pour le cerveau est une réalité impossible à même concevoir. Ce type de réflexion me donne toujours une sensation de vertige, de tournis, et me glace d'une sorte de terreur primale que je n'ose exprimer. Adapter la notion de temps aux fantômes, vue depuis notre réalité humaine, est aussi difficile à réaliser. En découvrant l'histoire que je vais vous raconter ici, j'ai été fascinée par la notion d'éternité qu'une hantise peut prendre. Nous sommes les témoins de nombreuses histoires de fantômes aujourd'hui. Beaucoup de personnes y sont sensibles et pensent qu'elles sont possiblement réelles. Tous les canaux de communication à notre disposition dans notre monde actuel rendent facile le fait de partager largement des témoignages, des histoires étranges vécues. Cela n'a pas été possible à toutes les époques. Pourtant, quand on compare des récits ou témoignages recueillis à travers les âges, il est vertigineux de réaliser qu'un fantôme, que nous pouvons croiser aujourd'hui, a pu hanter et impacter les vies de plusieurs générations avant nous, par les mêmes signes, les mêmes manifestations. Le temps de l'au-delà ne se matérialise pas de la même façon que dans notre propre réalité. C'est cette peur et ces témoignages partagés à travers le temps que nous allons découvrir aujourd'hui. Les ruines du château de Montségur-sur-Lauzon dominent le vieux village aux maisons faites de pierre provençale. Le site, bâti à flanc de coteaux, est très pittoresque, s'élançant à l'assaut du ciel. Du haut des murs effondrés de l'ancienne citadelle, on peut contempler le paysage magnifique de la Drôme, le mont Ventoux. Bref, c'est un lieu très touristique et cela se comprend. Une fin d'après-midi, une famille originaire du nord de la France était venue visiter le village. Une famille classique. Le père, la mère et leurs 2 enfants. Le petit Marius, 8 ans, et sa sœur Marla, 14 ans. Les Brochet n'avaient effectivement rien de bien particulier. Ils habitaient à Lille et faisaient partie de la classe moyenne. Ils avaient chacun un travail prenant, passaient un temps suffisant avec leurs enfants et remboursaient consciencieusement leur emprunt bancaire qui leur avait permis d'acheter leur petite maison. Les vacances étaient une exception. Cela faisait 5 ans qu'ils n'étaient pas partis et ils comptaient bien profiter et découvrir le plus d'endroits possible pendant leur séjour provençal. Ils étaient arrivés un peu tard pour visiter Montségur-sur-Lauzon, mais c'était voulu. On leur avait particulièrement recommandé de venir voir le coucher du soleil du haut de la citadelle. Et ils étaient là, à attendre ce moment qu'on leur avait vanté comme époustouflant. T'as vu comme c'est beau? Oui. Insensibles à la beauté du paysage, Marius et Marla se chamaillaient depuis le matin. Ils étaient comme chien et chat, toujours à se chercher ou à se taquiner. Marla, qui était la plus âgée, ne cessait d'insister sur les peurs de son petit frère, en particulier sa peur du noir. Marius, tu es sûr que tu ne veux pas trouver un endroit éclairé? Après tout, il va faire nuit bientôt. On
faudrait pas que tu paniques dans le noir. Le père de Marla l'a repris fermement. Marla, Mais papa! Mais c'était déjà trop tard. Marius, vexé, était parti en courant se cacher. Je te déteste! Je vous déteste tous! La voix de ses parents résonna dans son dos, mais il n'écouta pas. Marius! Marius! Les larmes qui brûlaient ses yeux étaient trop humiliantes. Il était un grand garçon, et il était hors de question qu'on le voie pleurer. Il suivit le chemin qui menait en contrebas des remparts du château. Tout était désert, et il faisait de plus en plus sombre autour de lui. Il fit encore quelques pas, et soudain le ciel fut déchiré par un immense éclair. Le tonnerre fit vibrer le sol à ses pieds. Il se figea incertain. Un autre éclair et tout d'un coup, un mur de pluie dense recouvrit le monde qui l'entourait. Alors qu'un autre grondement résonnait dans le ciel au-dessus de lui, il entendit aussi une longue plainte dans la pluie, qui semblait provenir des murs de soubassement du château. Il y a quelqu'un? Personne ne lui répondit à part un long sanglot. La voix semblait très enfantine, encore plus que la sienne. On aurait dit qu'un très jeune enfant était perdu, recroquevillé et apeuré dans la nuit noire. Et pour une fois, Marius prit suffisamment confiance pour s'avancer et aider le petit être terrorisé. Alors qu'il s'approchait du mur, les gémissements se firent plus distincts. Devant lui, il distingua la forme accroupie d'un garçonnet d'environ 5 ans. Il était vêtu de vêtements déchirés que Marius ne reconnut pas. Cela ressemblait aux habits qu'il avait vus dans son livre du Moyen-Âge. Il cligna des yeux un moment, puis il s'agenouilla lentement à côté de l'enfant pour poser la main sur son épaule. Ce dernier tremblait de tout son corps et semblait être complètement gelé. Il était froid comme la glace. Un nouveau gémissement s'éleva de la forme levée sur le sol. Et Marius entendit un murmure de souffrance. Il se précipita pour aider l'enfant, mais celui-ci releva soudain son visage et le fixa. Le petit n'avait pas d'yeux, pas de langue. Sa peau était grise, et des blessures horribles marquaient son petit visage angélique. Ses longs bras semblaient difformes et portaient des marques rouges et des griffures. On aurait dit que l'enfant avait été torturé. Marius se recula brutalement et l'enfant s'évanouit littéralement devant ses yeux. Il resta là, bouche bée, n'arrivant pas à réaliser ce qu'il venait de voir. Une grosse main ferme sur son épaule le fit sursauter si fort qu'il en tomba à la renverse. Tu vas bien, mon petit gars? Qui êtes-vous? Un vieil homme aux yeux sans âge, empreint de tristesse, se tenait devant lui. L'homme lui tendit la main pour l'aider à se relever. La pluie avait transformé le sol en boue compacte. Marius sentit son pantalon trempé collé à ses jambes. L'homme jeta un œil autour de lui. Il ne faut pas rester ici à la nuit tombée, surtout les soirs d'orage. Où se trouve ta famille? À mon avis, tu vas devoir très vite rentrer te changer. Il se détourna et s'éloigna sans même attendre de voir si Marius le suivait. Ce dernier s'élança à sa suite. L'idée même de rester seul ici dans l'obscurité lui semblait au-dessus de ses forces, surtout après ce qui venait de se passer. Après quelques minutes de marche, ils retrouvèrent la citadelle en haut de la colline et la famille très inquiète de Marius. Dieu merci. Tu vas bien? Sa mère accourut, se laissa tomber à genoux et le serra très fort dans ses bras. Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. J'étais tellement inquiète. Marius s'écarta de sa mère et la regarda avec des grands yeux écarquillés. J'ai vu le fantôme d'un petit garçon. Qu'est-ce que tu racontes? Le reniflement de Marla ne tarda pas à se faire entendre. Mais quel bébé celui-là! Ce n'est pas suffisant d'avoir peur du noir. Maintenant, il voit des choses qui n'existent pas. Le vieil homme, qui n'avait pas encore pris la parole jusqu'à maintenant, s'éclaircit la gorge.
Excusez-moi, mais ce que ce jeune homme a vu est bien connu. Le château a la réputation d'être hanté, et les habitants pourraient vous raconter bien des histoires de rencontres étranges, de cris et de pleurs, surtout les nuits d'orage. Les parents de Marius se retournèrent vers lui, les sourcils froncés. Il m'a trouvé et il m'a aidé quand j'ai vu le fantôme du petit garçon disparaître. Ses deux parents réagirent en même temps. Marius! On t'a déjà dit de ne pas parler aux inconnus. Oh, toutes mes excuses, je ne me suis pas présenté. Je suis Monsieur Laforge, l'historien local. J'habite juste un peu plus bas. Il les contempla tous un moment, détaillant leur silhouette mouillée et dégoulinante. Allez, venez vous réchauffer et vous sécher chez moi. Je vous raconterai l'histoire de ce château. Les Brochets se consultèrent du coin de l'œil, puis acceptèrent l'hospitalité du vieil homme d'un sourire et d'un hochement de tête. Après tout, ils étaient à nouveau réunis et leurs enfants pourraient risquer d'attraper froid dans leurs vêtements trempés. L'homme les guida et les amena jusqu'à une vieille maison, typique de la région provençale, aux épais murs de pierre. Il les invita à entrer et les amena au salon, dans lequel un bon feu crépitait dans la cheminée. Il s'absenta un moment pour revenir les bras chargés de serviettes et de vêtements. Mes petits-enfants, mes filles et leurs maris laissent toujours des choses derrière eux quand ils viennent me voir. Vous allez pouvoir vous changer et vous mettre à l'aise. Quand vous serez prêts, venez vous réchauffer près du feu. Je vais faire du thé et du chocolat chaud. Et j'ai des cookies pour les petits, s'ils ont faim. Ah oui, des cookies! Des cookies? Il y a des cookies? Et du chocolat chaud? En l'entendant, les yeux de Marla et Marius brillèrent de convoitise et leurs parents réalisèrent alors à quel point ils étaient affamés. Merci, monsieur Laforge. C'est très gentil à vous. Oui, merci, monsieur Laforge. Appelez-moi Pierre, je vous en prie. Par là, Marius. La famille s'éloigna dans une chambre voisine pour aller se changer, pendant que le vieil homme se dirigeait vers la cuisine pour préparer le goûter promis. Je ne vais quand même pas mettre ça. C'est un t-shirt rose. Ça suffit, Marla. Tu vas faire ce qu'on te dit pour une fois. Ça va, hein, pas la peine de s'énerver. Voilà, je les ai enfilés, ces vêtements. Tu es content? Marla, le rose te va si bien. Un peu plus tard, tous s'étaient réchauffés et rassasiés. Le vieil historien quitta la table de la salle à manger et s'assit sur le canapé, invitant la famille à faire de même et à s'installer confortablement pour écouter son récit. Il faut que vous sachiez que le château a la réputation d'être hanté depuis très longtemps. C'est une vieille bâtisse qui a vécu bien des drames et tragédies au fil des siècles et qui s'en est trouvée marquée. Il y a même eu plusieurs articles et livres autour de ce qui s'est passé, en particulier au XVIIIe siècle. Ce drame terrible qui a marqué le village et la famille qui possédait les lieux à l'époque. C'est vrai? Il désigna du doigt un petit livre marron posé sur un guéridon près de la fenêtre. L'ouvrage portait le titre « Histoires étranges qui sont arrivées » et était signé par un certain G. Le Nôtre. On en parle dans ce livre d'ailleurs, si cela vous intéresse. Ces lieux sont hantés depuis si longtemps, et l'histoire qui s'y est déroulée a marqué les murs et les pierres, je pense. Le village et le château sont connus pour une histoire en particulier. La mariée disparue. Connaissez-vous cette histoire ? Les Brochets nièrent de la tête et se rapprochèrent presque inconsciemment de leur hôte, intrigués. Les événements se sont déroulés au tout début du XVIIIe siècle, bien avant la Révolution française. Le domaine appartenait à la famille de Pracontal, alors. En 1715, le marquis accorda la main de sa fille, Lucie, au comte de Quincenas. Lucie de Pracontal était décrite par tous comme une jolie jeune fille au cœur pur, âgée de 18 ans. L'histoire devient tragique quand le jour de son mariage, la jeune fille disparaît soudainement lors d'une partie de cache-cache. On a beau fouiller le château de fond en comble,
Personne ne trouve la moindre trace d'elle. Après plusieurs jours et des recherches infructueuses, la famille et le jeune comte de Quincenas, le mari de Lucie, désespérés, doivent se résoudre à accepter sa mort, supposant qu'elle a dû tomber et disparaître dans un ravin en cherchant une bonne cachette. La marquise fait même ériger une croix portant le nom de sa fille et la date de sa disparition, non loin du précipice suspecté dans sa disparition. On peut encore voir cette inscription aujourd'hui d'ailleurs. La famille désespérée quitte définitivement le lieu du drame, poursuivie par le souvenir de leur fille disparue. C'est là que l'histoire prend une tournure étrange. 30 ans plus tard, alors que le château abandonné n'est plus entretenu que par un gardien et sa famille, plusieurs gens de passage dans la région font étape à Montségur sur l'Ozon et demandent à pouvoir se reposer dans la bâtisse et son jardin. La journée étant très chaude, le gardien désœuvré et les jeunes hommes, étant de famille noble, acceptent et leur recommandent d'installer un pique-nique à l'ombre des grands arbres du parc. Alors qu'il leur apporte de quoi boire, le gardien se prend à raconter le passé du château et surtout l'histoire tragique de la fille de ses maîtres, disparue le jour même de son mariage. Il n'en faut pas plus pour enfiévrer les esprits des visiteurs. L'un d'entre eux en particulier, le jeune vicomte de Rabenstein, est très marqué par ce triste récit. Ses amis se moquent régulièrement de son extrême sensibilité, qu'il considère comme une faiblesse et un trait presque féminin. La journée s'écoule et à l'horizon, les nuages noirs s'amoncellent et très bientôt, l'orage gronde et les éclairs déchirent le ciel de cette soirée de juin. Alors que la pluie se met à tomber, le groupe décide de rentrer s'abriter dans le château décrépit et en souvenir du destin tragique de la jeune Lucie, ou peut-être à cause du vin et de la chaleur étouffante, il est décidé de rejouer la partie de cache-cache. L'un après l'autre, tous s'avancent dans les couloirs du château à la recherche de la meilleure cachette. Le vicomte se sent attiré vers les caves et descend de plus en plus bas dans les profondeurs du bâtiment. Soudain, au détour d'un long couloir au sous-sol, il croit apercevoir la silhouette d'un enfant. Il est recroquevillé au sol et il pleure. Sa silhouette semble luire étrangement dans le noir. Le vicomte s'approche du garçon, mais quand celui-ci relève la tête, il comprend qu'il s'agit d'une apparition, d'un revenant. Poussé par la stupeur, il fait quelques pas en arrière et heurte le mur derrière lui. La paroi bascule et il se retrouve alors dans une chambre secrète en très mauvais état. Il fait très sombre et une odeur de poussière emplit rapidement ses narines. Il observe avec horreur la porte secrète se refermer devant lui. Il a beau chercher partout autour de lui, il ne décèle aucune poignée, ni même aucune trace de la porte elle-même maintenant qu'elle est close. Il sent qu'il commence à paniquer et il a du mal à respirer, la terreur l'ayant complètement envahi. Il entend alors comme un rire et quand il se retourne, il voit la silhouette presque lumineuse de l'enfant disparaître derrière un recoin. Il suit l'apparition malgré lui, décidé à tirer les choses au clair et se demandant si le fantôme ne pourrait pas le diriger vers une sortie. Il découvre une alcôve au fond de la pièce et un tout petit soupirail tout en haut du mur qui semble apporter un peu d'air. En effet, la pièce étant restée secrète et inviolée depuis de longues années, l'air semble s'y faire rare. Le vicomte sent la tête lui tourner légèrement. Il s'appuie contre la paroi derrière lui et observe ce qui l'entoure.
la lumière de la lune parvenant à pénétrer légèrement dans sa prison. Il distingue sur une table dans un coin une chandelle qu'il parvient rapidement à allumer. La lueur bienvenue semble repousser les ténèbres et lui permet d'être légèrement rassuré. À l'aide du bougeoir, il va aussi mieux pouvoir se rendre compte de son environnement et, il l'espère, trouver un moyen de sortir d'ici. Il observe d'abord des étagères sur tout le fond du mur, couvertes de livres anciens. Puis il voit le grand bureau sur lequel était posée la chandelle. Un fauteuil dans lequel... Oh, mon Dieu! Là, dans le fauteuil, se tient une jeune fille visiblement endormie. Il sursaute et essaye de mieux voir ses traits cachés par l'obscurité. En approchant la flamme de la bougie plus près du visage de la femme, il se rend compte avec horreur qu'il contemple un cadavre. La peau semble tendue, sèche. Il détaille les cheveux blonds au sol et sur ses épaules, et la robe d'apparat, appartenant à une mode vieille de plusieurs décennies. Et il comprend. Il a devant lui les restes de la jeune Lucie de Pracontal, telle qu'elle était le jour de son mariage. À cette époque, on ne connaissait pas encore les momies et les techniques de préservation des corps que les Égyptiens utilisaient dans l'Antiquité. Le vicomte n'a donc pas utilisé le terme de momifié en décrivant l'état du corps, mais c'est pourtant ce que beaucoup ont pensé en lisant sa description macabre. Après un long moment de panique, il a appelé à l'aide, a tapé, a crié, mais il s'est vite aperçu que personne ne l'entendait. Il a vu devant la morte, sur le bureau, un papier posé. En approchant la flamme de la chandelle, il a reconnu le nom Lucie de Quincenas, tout en bas de la feuille. Il a parcouru la lettre rapidement et a été touché de lire les dernières paroles et pensées d'une jeune femme pleine de vie, qui avait compris qu'elle ne sortirait pas vivante de cet endroit. Il a alors lu comment, en cherchant à se cacher, elle avait entendu un enfant pleurer. Elle l'avait suivi jusqu'à cette pièce. Elle expliquait aussi qu'après avoir parcouru les livres présents dans la petite bibliothèque derrière elle, elle avait découvert qu'il s'agissait de l'antre de torture de l'ancien et terrible propriétaire du château, le baron des Adrets. Celui-ci avait écumé la région au temps des guerres de religion. Il avait ramené plusieurs personnes dans sa pièce secrète pour les torturer longuement. Elle pensait que le spectre de l'enfant devait être l'une de ses victimes. Après avoir lu le mot, le jeune vicomte n'est guère rassuré et sent son cœur s'emballer. Il ne veut pas mourir là, en compagnie d'un cadavre. Il ne veut pas être une victime de plus de ces murs maudits. Malheureusement, à part consommer trop d'air déjà bien trop rare, ces réflexions ne l'aident en rien dans sa situation bien malheureuse. Il se résout à essayer de dormir un peu en s'assurant de s'éloigner suffisamment de la jeune morte. Au cours de la nuit, il a la surprise de sentir un corps chaud se coller à lui et entend un net ronronnement. Il n'en croit pas à ses yeux. Un chat est entré par le soupirail. Il comprend aussitôt qu'il s'agit de sa seule possibilité d'échapper à un sort funeste. Il attache son foulard autour du cou de l'animal qui se débat comme un beau diable. Il espère que le propriétaire du chat va pouvoir trouver le tissu et le suivre jusqu'à lui. Il sait que ses chances de survie sont faibles, mais il ne peut abandonner ainsi. Il se dit que ses amis doivent certainement le chercher et savent ce qu'il portait. S'ils voient le chat ou si quelqu'un leur montre le foulard, ils sauront qu'il lui appartient. Il laisse partir le chat et celui-ci grimpe rapidement et s'enfuit par le soupirail. 2 jours plus tard,
La théorie du jeune vicomte se révèle fondée quand le chat reparaît à travers le soupirail, suivi par des voix, et bientôt le visage béni de l'un de ses amis se matérialise à travers l'ouverture. Le voilà rassuré, et encore plus, en voyant le reste de ses proches prêts à lui porter assistance. Ceux-ci ont tôt fait d'aller chercher du secours, et le jeune prisonnier est bientôt délivré, après que le soupirail ait été passablement agrandi. Les parents et le mari de la jeune Lucie furent très touchés par cette étrange histoire, soulagés de pouvoir enfin lui offrir une sépulture digne. Le vicomte de Rabenstein leur donne la lettre que leur fille avait écrite, Soyez bénis. et à la fin de laquelle elle dit faire un adieu déchirant à ses proches. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Rencontres surnaturelles. La prochaine fois, nous partons en Roumanie. Nous promener sous les arbres de Hoia Baciu, la forêt la plus hantée d'Europe. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à me le dire en allant mettre une note ou déposer un commentaire sur votre appli d'écoute de podcast. Merci pour votre soutien précieux. À très vite.